Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19-20. Ce soir, journal spécial. Nous sommes en direct de Castelnau-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées. C'est la plus petite étape du Tour de France, petite par la taille mais pas par son rayonnement. Et cela grâce à vous, Antoine Dupont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes le meilleur joueur du monde de rugby, star du 15 de France, star du Stade Toulousain. On va en reparler dans un instant. Avec nous aussi Pierre Abadie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un autre enfant du pays oui. Et président de l'association Avélo qui participe à l'organisation du Tour de France. On y reviendra aussi. Mais avant, nous allons rejoindre Toulouse pour les autres titres de l'actualité avec Bruno Frediani. Merci Amélie et à tout de suite. L'actualité aujourd'hui marquée par l'alerte de l'établissement français du sang. Les réserves sont insuffisantes, surtout en cette période de grande migration sur les routes. Le sang peut sauver des vies. L'EFS lance un appel aux donneurs. Léopold Platé, Valentine Heitz. Anna a décidé de venir dès l'ouverture de l'établissement français du sang de Toulouse, car les stocks sont en baisse. Alors la jeune femme a voulu faire un geste pour les autres. Parfois ils m'appellent et du coup moi je viens. Avec s'ils ont besoin, surtout en ce moment j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de stock, donc c'était très important de venir donner. Je parlais déjà à mon entourage et ils vont venir donner aussi, donc ça c'est cool. Au mois de juin, l'EFS a lancé un nouveau bulletin d'alerte vitale, le second de son histoire, après celui du mois de février dernier. Canicule, départ en vacances ou nouvelle vague de Covid, les dons manquent cruellement cet été. Nos équipes mobiles nous peinent à réaliser leurs objectifs et comme je vous disais, il nous manque à peu près entre 150 et 200 poches par jour, donneurs donc par jour, pour arriver à stabiliser notre stock et ne pas se fragiliser et descendre à 9 jours comme on l'a vécu il y a quelques semaines en arrière. 2 étages plus bas, après le temps du prélèvement, vient celui de la distribution. Alors là, du coup, je viens de réceptionner une demande de produits sanguins labiles. Ici, c'est une demande de plaquettes. Et du coup, je vais la saisir pour la passer derrière mes collègues pour qu'ils la préparent. Après 12 à 24 heures de traitement, les poches de sang, plasma et plaquettes sont stockées ici, avant d'être redistribuées dans les centres hospitaliers de la région. À l'Institut universitaire du cancer, ce jour-là, Joël va bénéficier d'un de ses dons. Atteint d'un cancer et soigné par chimiothérapie, il a fait près de 150 km pour être transfusé. J'aurais tellement aimé pouvoir donner mon sang moi aussi, ce qui n'est pas le cas donc avec ce que j'ai. Mais j'encourage tout le monde à faire ce don du sang. La preuve, j'en suis la preuve légitime, quoi, puisque je suis obligé j'attends ça pour vivre. Pour aider Joël et les autres malades, il est possible à Toulouse de donner son sang tous les jours, sauf le dimanche. Le risque d'incendie demeure élevé sous la chaleur, plus aucun territoire n'est épargné et hasard du calendrier. Les pompiers du Tarn réceptionnaient aujourd'hui la livraison de 4 nouveaux camions spécialement conçus pour les accès difficiles en milieu forestier. On sait que ce type de camion a fait défaut, en Gironde notamment. Facture totale 1 million d'euros. La commande avait été passée par le département il y a plus d'1 an. Écoutez son président. Je pense qu'il faut qu'on anticipe le réchauffement climatique. On a 175 000 hectares de forêt dans notre département. Donc il faut effectivement qu'on travaille avec tous les acteurs, qu'on arrive à les fédérer aussi pour veiller à ce que les camions puissent rentrer plus facilement dans nos forêts. On a augmenté de 50% notre budget en 10 ans et on sait qu'on est obligé de rajouter près de 400 000 euros par an afin de doter nos sapeurs-pompiers de matériel efficient. À Toulouse, le nouveau téléphérique est bientôt en vacances à l'arrêt pour maintenance. Téléo avait connu quelques ratés depuis sa mise en service en mai dernier. Mélisandre Keinec, Marion Meyer. Toulouse, vue du ciel. En 10 minutes, cette famille survole la ville rose en téléo. L'occasion aussi de la redécouvrir. C'est quand même un moyen exceptionnel dans une ville comme ça. On voit ça plutôt à la montagne. Depuis le mois de mai, 5000 voyageurs en moyenne empruntent le téléphérique chaque jour pour se rendre à l'hôpital, en centre-ville ou admirer le paysage, chacun ses raisons. On a pris le téléphérique aujourd'hui parce que mon petit-fils il habite Montrégeau et donc il est venu passer quelques jours chez moi et alors on a eu l'idée de le prendre ensemble tous les deux pour l'inaugurer. C'est plus simple, la vie est plus sympa et c'est beaucoup plus agréable que de prendre la voiture, de se taper le périphérique, les bouchons, etc. Pour être honnête, on a posé mon mari à l'hôpital et en attendant, on fait un aller-retour en téléphérique. Faire un tour, prendre de la hauteur de l'université Paul Sabatier à Loncopole. Pourtant, le 1er août, fini le téléphérique.
Pendant 2 semaines, les câbles seront graissés, les pylônes contrôlés. Cette maintenance réglementaire aura lieu tous les ans au mois d'août, la période avec la plus faible affluence. On est dans une logique de réseau urbain, donc certes il y a du tourisme, en ce moment on les voit passer en partie derrière nous, mais notre vocation c'est bien de faire de l'urbain et de pénaliser le moins de travailleurs possible. Une navette assurera la liaison entre l'université et l'hôpital Rangueil, reste à prendre son mal en patience. Ça va être plus compliqué, c'est bon, là pendant 15 jours, pour tous les patients justement qui viennent sur le site de Rangueil ou sur Oncopole, c'est quand même bien pratique. Pendant 15 jours, malades et soignants vont donc devoir s'organiser avant de retrouver les cabines du téléphérique et cette vue imprenable sur Toulouse. Pas de doute, c'est bien le temps des vacances, le temps des loisirs dans les lacs et rivières d'Occitanie, car nul besoin de se rendre à la mer pour éprouver les joies de la glisse. Comme à Aveyron, on va au lac de Parlou avec Clément Alette et Luc Tazelmati. Aujourd'hui, on a donc du sud-sud-est à 55 km/h, donc beaucoup de vagues. Nous ne sommes pas en pleine mer, mais bien au cœur de l'Aveyron, sur le lac de Parlou. Ici, il y a ceux qui dérivent, ceux qui partent à l'aventure et puis ceux qui ont choisi la glisse. À la tête de la base nautique de Canet-de-Salars, Yann Dufay enchaîne les sessions d'initiation et de perfectionnement. Ski, wakeboard, surf-foil, des sports nautiques en pleine explosion. Le lac de Parlou, déjà terrain de jeu idéal pour la voile, devient le spot parfait. L'avantage que propose le lac de Parlou, c'est qu'il peut être à la fois très très calme, avec des conditions de glisse parfaites, où on trouve, comme on dit, de l'huile, où c'est flatland dans le monde du ride. Et alors, on a aussi des périodes assez venteuses, donc soit du vent de nord-ouest, soit du sud-est. Avec ou sans vent, peu importe, Denis et Clarisse ont choisi le ski pour une toute première session glisse. C'était bien, mais c'était très physique quand même. C'était beaucoup dans les jambes et dans les bras. Assez content d'avoir réussi à au moins se lever, c'était notre objectif maintenant à refaire. Oui, on en avait envie. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on a pris un camping à côté d'un lac, quoi. Ouais, pour changer un peu de la mer. Toujours bien flex sur les jambes. Allez, on y va, tout doucement. À 10 ans tout juste, Morgane tient déjà debout sur son wakeboard. Devenir un champion de homme et de continuer sur le lac, parce qu'il est gras et c'est bien. En plus, tu as des endroits où il y a moins de vagues, et du coup, je vais continuer là. Sur son foil, Yann va lui aussi continuer de surfer sur son terrain de glisse favori à Parelou. Avis aux amateurs qui ont toujours rêvé de voler sur l'eau. On est vraiment comme dans du coton. On ressent vraiment l'aile qui pénètre dans l'eau, qui s'appuie sur l'eau, et c'est vraiment une sensation unique. Allez, retour sur Terre dans la roue des grands, sur la route du Tour de France. Avec vous, Amélie Poisson, édition spéciale du 19 ans. On s'est vraiment encore régalé aujourd'hui. Quelle étape! Ah oui, quelle étape. Merci Bruno. Retour à Castelnau-Magnoac devant l'hôtel Dupont, l'hôtel des grands-parents d'Antoine Dupont qui nous fait le plaisir d'être notre invité. On va regarder l'étape qui s'est déroulée aujourd'hui entre Lourdes et Hautacam. C'était la dernière étape dans les Pyrénées. Une 18e étape, on s'en doute, raide avec 2 cols hors catégorie et un col inédit, celui des Spandelles. Le maillot jaune a assommé le Tour. Pogacar, deuxième, est arrivé avec plus d'1 minute de retard. L'image du jour, c'est peut-être la chute de Pogacar dans la descente des Spandelles, attendue par Jonas Vingegaard qui possède désormais 3 minutes 26 d'avance sur le Slovène. Antoine Dupont, vous suivez de près le Tour de France ? Étant des Hautes-Pyrénées, évidemment que j'ai un attachement avec ce Tour. On a tous des souvenirs ici d'enfance sur les routes du Tour, donc on suit ça de près. Quel parallèle vous faites entre le cyclisme et le rugby ? Et c'est vrai qu'on assimile souvent le cyclisme à un sport individuel, mais on peut voir sur ces étapes de montagne que c'est vraiment un sport d'équipe et on peut voir l'appui que peuvent donner les coéquipiers aux leaders de chaque équipe et c'est un boulot incroyable qui est fait. Et je me demandais, quand vous voyez ces coureurs pédaler sous la chaleur en montagne, vous qui êtes un sportif professionnel, est-ce que cela reste impressionnant ? Oui, réellement, j'ai eu la chance de faire l'étape dans la voiture d'hier et honnêtement, je me demande comment ils arrivent à faire ces efforts, à les reproduire quotidiennement pendant tout le Tour. Et je suis vraiment en admiration devant ce qu'ils peuvent faire sur leur vélo. Et on se demande comment ils peuvent faire ça, mais je pense qu'ils ont un peu la même réflexion quand ils nous voient sur le terrain, que chacun son domaine. C'est aussi dur, le rugby et le vélo ?
C'est différent. Moi, je préfère largement être sur un terrain de rugby et eux vous diront sûrement sur un vélo, donc c'est différent. Alors nous sommes à Castelnau-Magnoac, c'est votre village, celui où vous êtes né. Est-ce que c'est important pour vous de mettre votre notoriété au service de votre village? Oui, bien sûr, mais je suis très attaché à mon territoire. C'est pour ça qu'avec mon frère, on a voulu rénover aussi le domaine familial. Et voilà, je pense qu'on a beaucoup de belles choses à faire valoir et qui sont peu connues ou reconnues. Donc on essaye de pouvoir faire ce qu'on peut pour mettre en lumière nos atouts. Quand vous étiez petit, que vous parcouriez le terrain du rugby de Castelnau-Magnoac, est-ce que vous vous disiez un jour « je serai le meilleur joueur de rugby du monde » ? Je pense qu'on l'a tous été dans notre jardin, on a tous été champions du monde maintes fois, mais voilà, de là à y arriver, c'est une autre chose. Évidemment que j'aurais pas pu m'imaginer tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, donc c'est pour ça que je me sens extrêmement chanceux, d'autant plus que c'était ma passion, et c'est ma passion depuis tout petit, et celle de ma famille aussi, donc ça rend la chose encore plus belle. Alors, une autre personnalité a suivi cette étape de près, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Chaque année suit une étape dans les Pyrénées. Claire Sardin était pas très loin de lui. Jeudi très sportif pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État a débuté sa visite dans les Hautes-Pyrénées par Tarbes, plus précisément à l'usine des sports, un ancien bâtiment industriel réhabilité en complexe multisport. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite démonstration de vitesse tous les deux? Ouais. Emmanuel Macron a pu assister à des démonstrations d'escalade. Le site est d'ailleurs inscrit comme centre de préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Ça va ? Après quelques poignées de main et les incontournables selfies, direction Argelès-Gazost pour évoquer le pastoralisme pyrénéen. Un temps d'échange avec les éleveurs, loin des caméras, sur l'épineuse question de la prédation, avant d'aller à la rencontre des habitants. Ma présence parmi vous n'a d'autre but que d'abord de vous dire mon affection, mon attachement à nos Pyrénées et de pouvoir partager un peu de temps avec vous avant de monter au Takam. Donc merci infiniment de cet accueil qui me touche beaucoup. En milieu d'après-midi, le président de la République a rejoint le peloton du Tour de France pour assister en compagnie du directeur Christian Prudhomme au dernier kilomètre de cette ultime étape de montagne. Emmanuel Macron est un habitué du Tour dans les Pyrénées depuis 2015 et à 3 jours de l'arrivée aux Champs-Élysées, sa présence aujourd'hui est comme à chaque fois l'occasion de saluer les coureurs et les organisateurs pour cette grande fête populaire du vélo. Et un autre chef d'État est aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées, c'est le prince Albert de Monaco que vous devez aller retrouver, Albert Dupont, puisque Albert, excusez-moi, non, c'est Albert de Monaco, pardon, Antoine Dupont, puisqu'il va dormir dans votre domaine. Oui, on a la chance de pouvoir le recevoir ce soir. Encore une chose qui nous est due donner grâce au Tour, qu'on remercie encore une fois, voilà, de pouvoir voir notre petit village écrit sur cette route mythique. C'est une immense fierté. Eh bien, merci beaucoup. On vous libère. Nous voyons depuis le début du Tour de France des passionnés tout au bord des routes. Eh bien, ce Tour se suit aussi en couple. Raphaël Talbot et Marie-Lou Robert ont rencontré ce matin Ginette et Pierre. Allez, Romain! Des jours d'attente pour vivre ce moment de quelques secondes. Bardet, j'ai reconnu, Nairo, j'ai reconnu aussi, puis Burgodeau, tout ça, là. Là aussi, il est de chez nous aussi. À 77 ans, Ginette et Pierre assistent chaque été à une étape du Tour de France. Cette année, ils ont choisi le col d'Aubisque. Oui, je prends des forces, oui. Oh. Après, ça va passer vite. Une fois que la caravane et les coureurs arrivent, ils passent vite. On est 8 jours presque à les attendre, et puis voilà. Tu vas prendre le tire-bouchon ? Tout à l'heure. Ils ont quitté leur Bretagne pour rejoindre les Pyrénées à bord de leur camping-car tout équipé. Yaske, oui. J'aimerais bien qu'il ramène le maillot à poids, celui-là. Quand ils ne sont pas au bord de la route, c'est canapé pour suivre l'étape au plus près. Mon coureur préféré, bien sûr, c'est Quintana, parce qu'avant c'était Oren Barguil, il était là, mais il est parti avec le Covid, donc c'est une malchance. On aime ça, la preuve, 20 ans, on est encore là en train de regarder le Tour de France, et puis on s'en laisse pas. Premier arrivé ici dimanche dernier, le jour J, il ne reste plus beaucoup de place et les dernières sont chères, surtout au moment du passage de la caravane. C'est râpé. T'aurais dû aller le côté Pierrot, t'aurais eu des choses. Heureusement, parfois ça marche.
Moi, j'ai la casquette à Vindegarde. Une casquette que Ginette portera, c'est sûr, au prochain tour. Ne reste plus qu'à connaître le futur tracé pour que nos Bretons organisent leur 21e virée. Pierre Abadie, cette ferveur pour le Tour de France, on la ressent ici. 800 habitants à Castelnau-Magnoac, plus de 250 bénévoles, c'est un quart de la ville qui soutient l'événement. Ben oui, c'est ça aussi, je pense, la magie du Tour et la solidarité d'un petit village. Quand il faut se mobiliser pour une cause commune, on a su le faire. Et on a effectivement 250 personnes qui ont répondu présent. Et pas seulement aujourd'hui, depuis le mois de mars avec la dictée du Tour, au mois de mai avec la fête du Tour, et pour finir en beauté demain avec le départ de l'étape. Qu'est-ce que ça représente pour un village comme Castelnau-Magnoac de recevoir le Tour de France? C'est une immense fierté. C'est un peu un rêve d'enfant aussi qui se réalise pour beaucoup d'entre nous. Si vous interrogez les bénévoles, je pense que le mot amusement va revenir. On n'entend que ça depuis 2 jours. On s'est amusé, quel plaisir. Mais au-delà de ça, c'est un coup de projecteur sur notre village immense. On va passer sur des centaines de chaînes de télévision. Ça met en avant notre territoire. Le lac du Magnoac, la base nautique, la collégiale, le centre-bourg. Et au-delà de ça, tout le territoire rural des Hautes-Pyrénées qui est aussi mis en avant à travers le départ à Castelnau. Et vous avez prévu beaucoup d'animations? Oui, on a essayé de faire de cette journée une réelle fête populaire. C'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Donc on a prévu des animations dès 7h du matin, demain matin, et jusqu'à 22, 23 heures, un peu plus tard pour les plus courageux, demain soir, effectivement. Et on m'a dit que ça faisait 2 mois que vous ne dormiez pas. Le Tour est en train de s'installer juste à côté de nous. Et après, vous avez un programme très chargé. Quand on est co-organisateur du Tour de France dans un village comme Castelnau-Magnoac, qu'est-ce que ça représente concrètement? Ça représente beaucoup d'adrénaline, effectivement des nuits très courtes, mais un plaisir immense de pouvoir participer à quelque chose, on ne va pas se cacher, d'historique pour notre village. Voilà. Donc toute cette mobilisation, cette ferveur populaire, on l'assume avec un plaisir non dissimulé, vous le voyez, et une fierté qu'on ne dissimule pas non plus. On l'a vu, il y a des drapeaux, des maillots de coureurs sur tous les murs. Alors entre Lourdes et Hautacam, il y a, comme tous les jours maintenant, vous en avez l'habitude, le village qui est pile poil entre ces 2 villes, entre le départ et l'arrivée de l'étape. C'est aujourd'hui Gourette-Aubonne où nous amènent Raphaël Talbot et Marie-Laure Robert. Que faut-il d'ailleurs retenir de cette journée? Surtout peut-être l'exploit de la Bourdette, la tentative de Van Impe, la condition très moyenne des Dimers. Arrivée du Tour de France à Gourette, c'était en 1971. C'est le dernier virage ici, juste avant la ligne d'arrivée qui se situe un peu plus haut. Et c'est un exploit remarquable. Et la Bourdette ici fournir le dernier effort près de l'arrivée sous la pluie à Victoire Gourette. d'un local, Bernard Labourdette devant la légende Eddy Merckx. 51 ans après, la station n'est qu'un passage de la grande boucle sur la route du col de l'Aubisque. Et cette ascension mythique attire toujours les cyclistes. Avec ma fille, on est parti de Gourette pour aller jusqu'au col d'Aubisque. Et demain, on va suivre l'étape et voir le Tour. Il y a aussi des paysages différents, suivant que l'on soit dans la forêt ou que l'on soit après sur les sommets et qu'on passe les vallées différentes. Domaine skiable l'hiver, à plus de 1400 mètres d'altitude, Gourette se diversifie l'été. Rattaché à la commune des Aubonnes, quelques lacets plus bas dans la vallée d'Ossau, le village thermal compte aujourd'hui moins de 200 habitants. Les traces de sa glorieuse histoire se retrouvent dans son architecture haussmannienne. C'est au temps de l'impératrice Eugénie, au 19e siècle, que la station a évolué, mais les eaux thermales sont connues depuis le 15e siècle, c'était du temps de François Ier. Les thermes ne fonctionnent plus depuis 3 ans, mais les vertus du tourisme continuent de faire vivre ce coin du Béarn. On vient en vacances ici depuis 50 ans et on a connu les Aubonnes parce que j'étais obligée, quand j'étais enfant, de faire des cures thermales. C'est le bol d'air, c'est la tranquillité, c'est le calme, on se sent bien, reposé. Loin de tout stress. Source d'inspiration au cœur des Pyrénées, les Aubonnes, habitués du Tour de France, méritent toujours le détour. Eh oui, une très très belle région, le département des Hautes-Pyrénées. C'est pas vous qui allez me dire le contraire, Pierre Abadie? Ah non, surtout pas. Je pense que c'est le plus beau département de France. Et on le dit sans complexe. Non, effectivement, on a la chance de vivre dans une région magnifique, oui, effectivement. Vous avez créé pour ce Tour de France une association spéciale à vélo. Oui. Là aussi, ça fait partie de la mobilisation. Donc, quand on a su qu'on avait le Tour de France depuis le 14 octobre, au départ, on n'y a pas trop cru. Et puis après, très rapidement, on a essayé de se mobiliser. L'idée, c'était vraiment qu'il y ait une ferveur collective et une unité dans cette action d'organisation du Tour de France. Donc, on a contacté
toutes les associations, qu'elles soient sportives, culturelles, même les anciens combattants et les mamies de la couture qui sont à côté se sont mobilisés. Non, vraiment, tout le monde s'est mobilisé et tout le monde a accepté de créer une structure unique pour pouvoir porter cette organisation. Est-ce que la notoriété d'Antoine Dupont est importante pour vous? Mais bien évidemment, Antoine est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il n'oublie jamais son territoire, il n'oublie jamais ses racines. C'est quelqu'un qui, de par sa notoriété, met Castelnau en lumière et c'est quelque chose qu'il faut saluer, bien évidemment. Vous le connaissez depuis qu'il est tout petit, vous vous disiez déjà, lui, il sera champion du monde de rugby? Ah, j'ai pas cette prétention de pouvoir détecter les talents rugbystiques. Non, mais Antoine, oui, c'est l'enfant du village. Dans un petit hameau comme le nôtre, tout le monde se connaît. Alors moi, je suis plus de la génération de son grand frère que de la sienne, mais effectivement, oui, voilà, de Clément. Mais effectivement, Antoine, on le voyait le dimanche après-midi, une fois que l'équipe de rugby locale avait fini de jouer, lui, il jouait dans l'embut. Et depuis tout petit, c'est vrai qu'il avait des qualités extraordinaires. Alors demain, les coureurs vont s'élancer depuis ici, Castelnau-Magnoac, direction Cahors, dans le Lot, un autre beau département, on peut le dire. 188 km et un retour sur le plat que nous décrit Pierre-Jean Frison. La 19e étape du Tour rend hommage aux meilleurs joueurs de rugby du monde avec un départ de Castelnau-Magnoac vers 13h, le village d'Antoine Dupont et de sa famille. Castelnau-Magnoac, c'est Port-Noir de Bigorre, c'est 800 habitants et son demi-mêlée internationale. Lui et sa pointe de vitesse devraient donc inspirer les sprinteurs car c'est une étape taillée sur mesure pour eux. Ils vont pouvoir se tester pendant 188 km 500 sur du plat et tenter de transformer l'essai à l'arrivée à Cahors. Après la traversée du Gers et du Tarn-et-Garonne, la visite dans le Lot est aussi un clin d'œil du patron de la Grande Boucle au départ du Tour 2022. Le château de Caix, situé à proximité, appartient en effet à la reine du Danemark et à sa famille. On peut donc imaginer un final royal à Cahors. D'après vous, Pierre Abadie, le Tour de France est plié, Vingegaard sera le grand gagnant 2022? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il va être très compliqué à Pogacar de récupérer après une chute et surtout le contre-la-montre d'après-demain ne suffira pas. Harold Camadora, merci d'avoir été notre invité, de nous avoir reçus ici à Castelnau-Magnoac. On se retrouve nous demain à 19h en direct de Cahors. Vous pouvez retrouver toutes nos pages spéciales en replay sur notre site internet. On se quitte avec ces très belles images de ce très beau village de Castelnau-Magnoac. Très belle soirée.